Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage d'Emmanuel, 41 ans. Il est en couple, mais souffre de ne pas avoir la complicité sexuelle qu'il aimerait avec sa compagne. Bonjour Lucille, je m'appelle Emmanuel et j'ai 41 ans. Je vis avec mon épouse depuis 18 ans. Nous avons beaucoup de complicité et d'amour. Avant de commencer ma vie maritale, j'ai eu 2 aventures où j'ai connu des petits rapports tendres et de caresses. Pour ainsi dire, c'est avec ma femme que j'ai commencé et découvert ma vie sexuelle. Les premières années de couple ont été très occupées afin de prendre soin de nos enfants. Nos rapports au lit étaient alors très irréguliers. Il y a 2 ans, nous nous sommes éloignés à tel point que mon épouse eut une petite aventure au moment où j'étais soucieux dans mon activité professionnelle. Cela nous a ouvert les yeux et nous a permis de nous rapprocher à nouveau, et de profiter maintenant de nombreux moments à deux. Cela nous fait du bien. Nos rapports au lit se sont un peu plus rapprochés. Ma femme adore jouer aux jeux de société, jeux vidéo ou jeux sur smartphone. Seul notre lit n'est pas un terrain de jeu. Ma femme reste très classique. En résumé, droit au but. De son côté, cela semble lui satisfaire et semble en prendre du plaisir. Je trouve cela très léger. Il y a une dizaine d'années, après avoir insisté à plusieurs reprises, j'ai essayé de lui offrir un cuni. Aussitôt commencé, ma femme m'interrompt. Cette pratique la dégoûte. J'ai aussi amené des jeux ou des objets à utiliser au lit, mais cela ne l'attrait pas plus. Pour ma part, et par respect pour elle, je ne lui ai jamais demandé de fellation. Je comprends très bien qu'elle n'en ait pas envie. Aussi, ma femme refuse également de se caresser quand elle est à côté de moi. Elle me dit que cette pratique lui arrive de temps en temps. Quand elle est indisposée, il arrive qu'elle me masturbe et cela lui plaît bien. J'aimerais que cela se fasse dans les 2 sens. Ma femme n'arrive pas ou ne souhaite pas se lâcher. A-t-elle une certaine pudeur ? J'aimerais tant que nous nous amusions aussi au lit. Pouvez-vous m'aider à ouvrir ce terrain de jeu afin de nous libérer et de nous émerveiller ? Cher Emmanuel, la complicité, c'est avant tout du dialogue. Et le dialogue doit être permanent, même sur des relations longues. J'ai envie de vous dire spécifiquement sur des relations longues. Peut-être que les règles et limites édictées en début de relation ne seront pas les mêmes 10 ans plus tard, ni les mêmes à certains moments clés de la vie, comme pendant la grossesse ou dans les premières années des enfants. Le sexe ludique, léger et fort d'expérimentation de façon permanente tout au long de la vie n'existe pas. Et surtout, il a besoin d'un contexte. Il a besoin que les 2 partenaires en aient envie tous les 2, et que les conditions soient réunies. Il a besoin que les règles soient les mêmes pour les 2 partenaires. C'est difficile de débarquer dans un bar, un restaurant ou chez des amis et de s'exclamer « Allez, ce soir, je m'éclate et je passe la soirée de ma vie ». Quand on passe effectivement la soirée de sa vie, c'est plus souvent parce que des éléments qu'on ne maîtrise pas toujours ou qu'on n'est pas le seul à maîtriser sont réunis. C'est aussi parce que ce sera le bon moment, inexplicablement. Vous avez le droit d'être frustré et déçu. Vous devez aussi comprendre que vous n'êtes responsable que d'une seule partie de cette vie sexuelle partagée, et que peut-être que vous ne l'abordez pas de la bonne façon. D'abord, dans le respect des règles de votre couple, il est tout à fait possible de s'amuser seul, d'explorer de la pornographie, visuelle, auditive ou écrite, ou de nouvelles formes de masturbation. Ensuite, il faut entamer le dialogue avec votre partenaire, sur ses attentes réelles et sur ses sensations quand vous êtes à 2. En parler ensemble, librement, c'est déjà partager quelque chose. Il existe aussi une possibilité pour que la sexualité ne soit pas une source d'intérêt pour votre compagne. La sexualité, en un seul mot, n'est pas une maladie, mais elle a besoin d'être reconnue et acceptée, pour ne pas générer de souffrance pour le partenaire de vie. Si c'est le cas ici, vous devez aussi prendre le temps de discuter de vos besoins et de vos envies à vous, et des moyens pour y parvenir. Toujours, une nouvelle fois, dans le respect des limites de votre partenaire. C'est essentiel ici. Il y a beaucoup d'interrogations encore dans votre situation, et c'est le cas chez beaucoup de couples en réalité. On imagine une norme sexuelle, souvent basée sur la culture de masse, parfois sur ce qu'on sait de ses parents, et puis on ne pense pas à se demander où on se situe, et où son ou sa partenaire se situe aussi. Chaque situation est différente. Regardez-vous l'un et l'autre avec honnêteté, et vous aurez alors les cartes en main pour composer une sexualité partagée plus équilibrée,
et une sexualité personnelle plus épanouissante. Pour parler de sexualité en couple, j'ai appelé la naturopathe, thérapeute et autrice Johanna Dermy. Bonjour Johanna Dermy. Bonjour Lucille. On va attaquer direct avec la question est-ce qu'il existe des méthodes pour trouver, alors spécifiquement quand on l'a jamais vraiment trouvé, la complicité sexuelle dans le couple? C'est une question intéressante. La complicité définie comme telle sexuelle dans le couple, c'est pour moi la complicité de tous les jours en fait. La complicité dans un couple, elle n'est pas compartimentée. On n'a pas d'un côté une complicité sexuelle, une complicité musicale, une complicité culinaire, une complicité éducationnelle. Pour moi, la complicité, en fait, elle fait partie d'un tout. Après, elle peut se diffuser un peu comme un cercle, en fait, un rayon autour de différents thèmes. Mais à la base, la complicité, c'est le partage et c'est la confiance. C'est le résultat du partage et de la confiance, pour moi. Donc en fait, il ne faut pas chercher spécifiquement sur la question sexuelle, mais aller chercher justement cette complicité au quotidien, partout. Oui. Et après, on peut l'introduire dans la chambre, on peut l'introduire dans une musique qu'on peut écouter, on peut introduire cette complicité où on a envie. Vous voyez, d'ailleurs, on parle du mot introduire, qui est un mot assez imaginatif, en fait. Quand on dit introduire, on dit des choses dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on capte que la complicité uniquement sur la sexualité dans le cadre d'un couple, et qu'on la capte pas ailleurs dans notre vie, dans notre couple, eh bien, on risque de louper certains espaces de notre sexualité dans notre couple. On a l'impression que certaines pratiques se sont banalisées, en particulier dans la presse féminine. Mais est-ce que c'est étonnant, par rapport à votre pratique de thérapeute, de voir une femme refuser le cunnilingus? C'est aussi une question qui va droit au but et qui est une question un peu autoroute en fait. Est-ce qu'on peut aller directement sur le sexe de notre conjointe sans passer par d'autres pratiques ou d'autres espaces? Je pense que la question de est-ce que je peux le faire, est-ce que ça peut te faire plaisir, est-ce que c'est ok pour toi, ça me semble quand même important. Ce qui me semble important, c'est de prendre le temps de la parole, c'est-à-dire est-ce que c'est possible, est-ce que je peux, est-ce que c'est autorisé, est-ce que tu m'autorises aujourd'hui, est-ce que c'est pas autorisé demain, parce que ça peut varier aussi. Peut-être qu'il y a un jour où le cunnilingus peut être hyper sympathique et excitant et puis le lendemain pas du tout. Je pense que c'est variable en fait. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à reposer la question, pas juste une fois il y a 20 ans, mais régulièrement sans être lourd. Poser la question de quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, en discuter en fait. En discuter de quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, de quoi nous avons envie, qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir. Et puis, si ça s'est pratiqué il y a 20 ans ou il y a 10 ans, ou si ça s'est pratiqué avant la naissance d'enfants et qu'après c'est compliqué, c'est vrai que le sexe de la femme avant l'accouchement, il n'est pas le même. Donc, faut donner le temps aussi de la réparation. Qui peut être une réparation psychologique aussi. Qui passe aussi par une réparation psychologique, par le corps émotionnel, oui, tout à fait. Corps physique, corps émotionnel, tous ces corps-là doivent être réparés aussi parce que c'est pas qu'ils ont été abîmés, mais ils sont passés par une information, ils sont passés par une initiation. L'accouchement, ça reste quand même par voie basse, ça reste quand même une initiation pour notre corps. Même si les femmes, nous sommes faites pour accoucher physiologiquement, les médecins classiques vous diront ça, mais c'est pas si vrai que ça en fait, ça s'apprend. Tout s'apprend en fait. J'ai une autre question sur la question de la complicité, mais est-ce que c'est obligatoire de s'amuser dans sa vie sexuelle? Parce que je pense qu'il y a plein de gens pour qui le domaine sexuel n'est pas un terrain de jeu. Est-ce que c'est ce vers quoi on doit tendre, ou est-ce qu'au contraire, il faut pas avoir d'injonction sur cette question? Ça dépend comment on a envie de vivre sa relation sexuelle au jour J où je la vis avec l'autre. Il y a des fois j'ai envie de m'amuser, il y a des fois j'ai pas envie, il y a des fois j'ai envie que ça soit plutôt tantrique, lent, quand j'ai plutôt envie d'avoir un slow sexe, une slow attitude. Il y a des fois j'ai juste envie de câlin, j'ai pas envie d'une sexualité toute excitante ou toute débordante. Je pense qu'il se passe effectivement, je rejoins votre point de vue, dans la presse on parle beaucoup de ce qu'on doit faire.
en étant un peu au top, c'est-à-dire on laisse pas non plus les gens un peu comme on devait être des espèces de top sexuels, que tout doit bien se passer. Il y a des fois où ça se passe pas très bien et c'est comme quand je rate un gâteau au chocolat, il y a des fois il est raté et puis c'est comme ça. C'est pas très grave. Ça me semble vraiment important de baisser, vous voyez, le côté perfectionniste qui traverse un peu cette société actuellement. C'est un peu dommage. Oui, sur tous les sujets, ouais. Ouais. S'il y a quelque chose qui ne semble ne pas aller, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'un des deux partenaires dans la vie sexuelle, est-ce que vous conseillez de consulter seul, donc pour la personne qui ne va pas, ou à deux, en couple? Il est préférable dans un premier temps d'aller travailler son histoire seul, parce que c'est un espace intime. L'autre n'est pas obligé de connaître tout de soi pour que ça fonctionne. Et en fonction de l'évolution de la thérapie ou du passage que j'ai envie de développer avec mon thérapeute, qui peut être très court, ça peut être sur 4-5 séances, si ça va mieux, si chacun de son côté a fait un petit peu son ménage dans sa vie intérieure et intime, on peut au besoin se retrouver à deux face à un thérapeute, voire deux thérapeutes. Il y a des thérapies de couple qui se passent avec un homme et une femme thérapeute, donc du coup on est 4. Après, mais dans un premier temps, je pense que d'aller travailler son histoire, d'où je viens, qui je suis, qui étaient mes parents, est-ce que l'amour était dans le couple ou pas, comment j'ai vécu, est-ce que c'était un couple en survie, est-ce que c'était un couple fonctionnel, quel type de couple j'avais en face de moi, père et mère, pour après aller retravailler peut-être en couple et peut-être qu'il n'y aura pas besoin. C'est important aussi d'aller, il y a Dolto qui disait qu'en fait il y a des familles où tout ce qui touche à la sexualité est considéré comme sale ou défendu. Et on ne sait pas alors si on est un enfant qui est né de l'amour ou si on est un enfant qui est né de la faute, du sale. Et donc ça se travaille individuellement. Puisque moi, en tant que personne, j'ai eu des parents X et Y, mon compagnon ou ma compagne a eu des compagnons X et Y. Et si je réunis tout le monde, ce qui fait qu'on va être 4, plus les 2 thérapeutes, vous voyez, on va déjà être 8 dans la pièce, ça va faire beaucoup. Et puis intellectuellement, ça va être compliqué de suivre. Donc je pense qu'il est préférable, dans un premier temps, d'aller travailler son histoire et après de remettre ensemble s'il y a besoin. Mais parfois, il n'y a pas besoin. Je sais pas si on a envie de tout dire, de tout se dire tout le temps. Je trouve que on peut garder aussi ses secrets, son intimité. Et puis la sexualité à deux, c'est aussi une sexualité qu'on a tout seul en réalité, donc c'est quelque chose qu'il faut nourrir aussi. Ça c'est sûr, faut pas hésiter. Même pour les femmes, il y a des très jolis livres actuellement sur les secrets de femmes, par exemple, qui sont des nouvelles érotiques, peuvent être lues de femme à femme, de soi à soi. Sincèrement, on n'est pas obligé de tout partager tout le temps. C'est important de garder son espace. Du coup, ça a lancé ma dernière question, qui est un peu une question rituelle, mais vous avez des conseils lecture, du coup, pour les couples ou les femmes seules ou les hommes seuls qui voudraient réfléchir là-dessus? Alors, je viens de parler de Secrets de femmes, ce sont des nouvelles érotiques qui sont sympathiques. Il y a un livre, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé de ce livre-là, qui s'appelle Femmes désirées et femmes désirantes, du docteur Daniel Flamenbaum. Livre qui parle de l'histoire de la femme comment ça se passe pour une femme, une petite fille dans une famille en fait. C'est pas un roman, c'est vraiment l'évolution de la femme dans la famille et comment on devient femme dans une famille. Il y a aussi quand même les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui sont pas sur la sexualité mais qui sont des axes de conseil et de sagesse qui permettent aussi de réaliser des introspections à l'intérieur de soi et de pas demander tout à l'autre, que l'autre règle tout, que l'autre accepte tous mes désirs et tous mes caprices, mais de essayer aussi un petit peu de voir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Merci pour tous ces conseils, Johanna Dermy. Je vous en prie, Lucille, toujours un plaisir de travailler avec vous. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le livre de June Pilla, Jouissance Club. C'est un livre ludique, moderne et très bien illustré qui propose avec une touche d'humour différentes manières pour jouir ou faire jouir son ou sa partenaire avec les doigts ou avec la bouche. Je crois sincèrement que les femmes souffrent majoritairement de ne pas savoir se faire jouir, et que les hommes se voient toujours cantonnés aux mêmes réflexes masturbatoires. Ce livre a pour but d'ouvrir un peu les horizons, seul ou à deux. C'était C'est compliqué le podcast. Merci aux merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slates@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01.
N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez chez vous. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.